Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Je vais vous présenter donc Madame Anne-Clémentine Larocque qui va vous présenter cette conférence. Historienne et maître de conférences en questions internationales à Sciences Po, chroniqueuse en géopolitique, comprendre l'actu groupe Ionis. Madame Larocque a aussi écrit un livre donc édité chez Que sais-je chez PUF qui s'intitule Géopolitique des islamismes, sorti en 2014 et dont une deuxième version actualisée sortira en mai. Madame Larocque va donc nous présenter une conférence sur les islamismes radicaux en Afrique subsaharienne, manifestations et représentations. Donc, grand sujet d'actualité comme nous le savons. Donc, je vais maintenant lui laisser la parole et bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci au Festival de géopolitique de m'avoir invité à nouveau cette année. L'année dernière, c'était sur les frontières de l'islam et de l'islamisme. Maintenant, je reviens pour évoquer devant vous la diffusion de l'islamisme radical en Afrique subsaharienne. L'actualité nous offre en ce moment, bien sûr, des exemples importants pour pouvoir évoquer ce sujet, malheureusement. Depuis la semaine dernière, mais pas que depuis la semaine dernière, depuis 2015, c'est vrai qu'il y a une multiplication des actions et de l'activisme de l'islamisme radical en Afrique subsaharienne. Alors oui, je vais évoquer avec vous l'Afrique subsaharienne, mais je vais nécessairement devoir évoquer devant vous aussi les liens qui existent entre Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, voire Moyen-Orient. C'est-à-dire que ça me semble absolument fondamental de dire d'abord qu'il y a une porosité entre ces différentes zones qui existent. Et c'est vrai que on est dans le cas aujourd'hui véritablement d'une interpénétration des différents groupes qui sont liés notamment donc, à ce qui se passe bien sûr au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord, dans le cadre des recompositions liées au printemps arabe. On a bien sûr des liens qui se sont mis en place entre les différents groupes islamistes. Et puis je reviendrai bien sûr sur cette définition de l'islamisme qui aujourd'hui me semble assez dévoyée, notamment dans les médias, et qu'il faut absolument donc redéfinir pour pouvoir être clair, précis et surtout très juste par rapport à ce qui se passe. Alors oui, depuis novembre 2015, l'Afrique de l'Ouest subsaharienne a subi 3 attaques meurtrières successives. Vous avez effectivement en moins de 4 mois, enfin 4 mois à peu près, 3 attaques d'ampleur qui ont été perpétrées donc, au sud du Sahara, au Mali, au Burkina Faso et donc dimanche dernier en Côte d'Ivoire. Ce qui fait à peu près plus de 60 morts dans l'ensemble de ces cas. Et c'est vrai que le dernier touchant a touché un État auquel on ne s'attendait pas forcément il y a encore 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'était pas forcément l'État le plus menacé, puisque la Côte d'Ivoire est un pays quand même qui est une sorte de moteur économique, bien sûr, dans cette zone-là, tout à fait en lien avec justement donc la sécurisation de cette zone via l'opération Barkhane, je reviendrai là-dessus, mise en place depuis 2013 par la France. Et c'est vrai que tous ces attentats ont été perpétrés, ces 3 attentats en tout cas, ont été perpétrés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, précisément un groupe affilié à cette structure qui s'appelle Al-Mourabitoun. Je reviendrai bien sûr sur l'historique et le positionnement de ce groupe en lien bien sûr avec un groupe algérien au départ. Donc cela s'inscrit plus largement dans une tendance existante depuis le début des années 2000. C'est la progression de l'islamisme radical et du djihadisme en Afrique. C'est vrai que l'Afrique subsaharienne, dans sa partie nord, est souvent perçue comme l'un des territoires principaux d'expansion du djihadisme international. On connaît le Moyen-Orient bien évidemment, mais l'Afrique subsaharienne demeure une zone d'expansion aujourd'hui. Alors bien sûr, de la Mauritanie, alors je vais vous montrer simplement, voilà. Hop. De la Mauritanie à la Somalie, l'Afrique subsaharienne subit aujourd'hui menaces et parfois domination des groupes islamistes radicaux. Et c'est vrai que cette bande sahélienne s'est constituée comme le second front d'action. C'est le second front d'action du terrorisme djihadiste mondial derrière le Moyen-Orient. On ne peut pas dire évidemment l'Europe, l'Occident, comme vous le savez malheureusement, sont touchés, mais l'Afrique subsaharienne subit aussi les secousses de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et c'est vrai que ce qu'il faut comprendre quand même pour évoquer ce sujet, c'est véritablement la mondialisation de la zone saharo-sahélienne où des flux différents, de différentes natures se développent. C'est vrai que cette zone saharo-sahélienne, c'est devenu véritablement une zone carrefour pour des flux qui sont légaux
comme illégaux. Et c'est vrai que les groupes de trafiquants et les groupes djihadistes trouvent des connivences à cet endroit-là et trouvent aussi parfois des opportunités pour s'allier, mais aussi pour se diviser quelques mois plus tard, ce qui rend tout à fait complexe en fait la compréhension justement de l'organisation de ces groupes dans cette zone, parce qu'on est dans une constante transition et mutation des alliances entre des groupes de trafiquants de drogue par exemple, des groupes djihadistes, des groupes justement aussi de libération nationale comme on l'a vu bien sûr depuis 2012 avec le mouvement national de libération de l'Azawad au Mali, et des groupes donc djihadistes encore une fois. Donc il faut véritablement faire le tri, et en même temps c'est un tri qui ne peut pas se faire de manière je dirais modélisée, puisque vous avez véritablement donc des liens qui ne cessent d'évoluer entre les différents groupes. Alors après, il faut quand même cibler, bien sûr, qui sont les chefs et qui sont les leaders, bien sûr, de ces branches, et comment ces leaderships évoluent pour comprendre globalement et pour essayer d'anticiper comment les choses vont se dérouler. Mais c'est vrai qu'on est véritablement en proie à une complexité des rapports qui s'explique aussi par une mondialisation de l'Afrique qui est de plus en plus importante. Si on a évoqué effectivement de moindres effets de la crise de 2008 des subprimes sur le continent africain, en tout cas depuis le début de 2010-2011, on voit bien que les événements économiques ou géopolitiques mondiaux touchent de plus en plus l'Afrique. Ce qui montre que ce continent est en train véritablement, s'est connecté totalement à la mondialisation et donc à l'évolution aussi du terrorisme djihadiste ou du terrorisme islamiste. Évidemment, comme je le disais, donc, il faut prendre en compte le fort impact des printemps arabes, bien sûr, en Afrique subsaharienne, avec bien sûr donc, la chute notamment de Muammar Kadhafi en Libye et sa mort, bien sûr, le 20 octobre 2011, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu ce déclenchement, en fait, cette ouverture rapide des voies djihadistes de la Libye, en passant effectivement aussi, regardez, vous avez donc devant les yeux globalement les réseaux qui sont installés. Je dirais que cette carte a été faite en 2015 et ça se voit, 2014-2015, puisque justement toute cette zone du sud-ouest de l'Afrique de l'Ouest, justement, n'est pas encore touchée par les attentats. Et aujourd'hui, on pourrait justement donc établir des ramifications qui sont plus importantes dans le sud-ouest de cette zone. Donc, en tout cas, bien sûr, la zone qui se trouve ici, donc bien sûr centralisée, vous le voyez bien, on a plusieurs ramifications qui se trouvent donc en Libye, est une zone bien sûr clé pour comprendre pourquoi est-ce que le terrorisme islamiste est en train de se diffuser, puisque évidemment l'État islamique a investi cette zone depuis 2015, je reviendrai tout à l'heure plus précisément là-dessus, et c'est vrai que ça a pu créer aussi une forme de concurrence entre Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien sûr, et toutes les structures qui sont reliées à l'État islamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez non pas un système djihadiste islamiste qui se perpétue en Afrique subsaharienne, mais bien deux systèmes avec des ramifications qui sont elles-mêmes reliées à des groupes de trafiquants et à des groupes criminels. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et même dans le système des deux grands, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique, vous avez aussi bien sûr des sous-groupes qui se détachent par leur ancrage national, par leur ancrage aussi bien sûr, je dirais culturel, à leur propre pays. C'est ça la spécificité aussi de l'islamisme africain, c'est qu'on a un fort ancrage culturel et africain qui s'établit en même temps qu'une idéologie takfiriste se développe dans les différents mouvements. Et c'est ça qui fait donc cette spécificité. Alors, comme je l'ai dit, le développement des groupes hybrides, à la fois de trafiquants et de djihadistes, souligne quoi ? Souligne la profonde déliquescence aussi et recomposition en même temps du Sahel, marquée donc par des fractures tant socio-économiques, politiques que culturelles aujourd'hui. On est véritablement dans un lieu qui subit encore, il faut quand même le dire, les effets de la période postcoloniale, mais subit aussi les effets de la mondialisation, je l'ai dit tout à l'heure, et en même temps une restructuration justement du pouvoir et de l'organisation des pouvoirs entre les différents États qui composent cette zone.
hein, avec le Tchad, bien sûr, qui est souvent montré comme étant le leader de cette zone, mais avec l'émergence aussi de véritables forces économiques qui se veulent, à un moment donné, géopolitiques aussi, comme bien sûr la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, évidemment. Hein. Le Cameroun étant aussi, bien sûr, relié à ces logiques-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le passage de l'islam conventionnel à l'islamisme dérivant jusqu'au djihadisme, hein, est aujourd'hui donc une clé de compréhension de l'organisation des différentes mouvances djihadistes africaines. Et c'est vrai que l'objectif aussi de ma présentation, c'est de remettre un petit peu donc d'ordre dans ce qu'on peut se figurer de ce qu'est l'islamisme aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un premier point donc, qui s'intitule, excusez-moi, les fondements de l'islamisme radical en Afrique. Alors, premier point, l'islamisme, il me faut quand même redéfinir ce que c'est un peu précisément. L'islamisme, c'est une idéologie politico-sociale, comme vous le voyez, et politico-religieuse, à caractère total, fondée sur une vision religieuse fondamentaliste, basée sur l'islam. Alors oui, c'est un peu complexe comme définition, j'en conviens, mais je reviens dessus pour vous expliquer une chose, c'est que le fondamentalisme, qu'est-ce que c'est ? Pour être clair, c'est une lecture littéraliste des textes qui ont été émis en premier lieu et qui ont donné donc la doxa principale d'une religion. Il y a du fondamentalisme dans la chrétienté, il y a du fondamentalisme bien sûr dans le judaïsme, il y a du fondamentalisme dans l'islam. Cet aspect fondamentaliste a été ensuite utilisé à des fins politiques pour que l'islamisme politique se développe. L'islamisme se développe à partir de ce qu'on appelle nous le Moyen-Âge, mais qui n'était absolument pas le Moyen-Âge justement pour le monde arabo-musulman, à partir du 9e siècle, 8e, 9e siècle, vous avez 4 écoles juridiques sunnites qui vont se développer, dont une école qui va être donc l'école hanbalite, avec un H. Et cette école hanbalite va être l'école la plus rigoriste dans son interprétation des textes et dans la lecture justement que les spécialistes du droit musulman de l'époque, d'accord, et les oulémas vont mettre en place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à cette époque, on crée de la matière juridique en comparant le cas qui est évoqué, donc qui pose problème, en le comparant avec les textes, c'est-à-dire avec le Coran et la Sunna, et on essaie de créer une sorte de jurisprudence, d'accord, qui est en lien justement avec le cas pratique et le Coran et la Sunna. Et c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad chez les hanbalites est réalisé de manière extrêmement rigoriste, comme je vous l'ai dit. Se développe chez les hanbalites un discours extrêmement fermé, extrêmement, encore une fois, je ne vois pas d'autres mots que rigoriste pour vous l'expliquer, et qui ne fonde en fait la légitimité de toute action que sur le fait de suivre exactement, littéralement, le Coran. Donc les hanbalites, pour vous dire, sous le califat de Bagdad, par exemple, au 9e siècle, ils arrivaient dans les tavernes, ils jetaient les cruches de vin, parce qu'il y en avait par terre, ils demandaient aux femmes de rentrer chez elles, et ils étaient extrêmement violents par rapport justement à ce qui n'était pas respecté et à ce que le califat quand même de Bagdad ne faisait pas respecter à cette époque. Il y a eu des mandats d'arrêt, entre guillemets, pour reprendre des mots un peu modernes, qui ont été faits contre les hanbalites, et le califat sunnite donc s'est beaucoup battu à ce moment-là contre ce mouvement-là. Les hanbalites ont progressivement donc influencé d'autres penseurs comme Ibn Taymiyyah au XIIIe, XIVe siècle, qui lui-même était fondamentaliste et lui-même a influencé un autre penseur bien connu qui s'appelle Mohamed Abd al-Wahhab, qui a donné donc le mot wahhabite, puisque Mohamed Abd al-Wahhab au XVIIIe siècle a rencontré Ibn Saoud dans la péninsule arabique, s'est lié avec lui, et 2 siècles plus tard, de cette alliance entre guillemets naîtra l'Arabie saoudite en 1932. Pour vous dire que donc l'islamisme s'est progressivement constitué à partir donc d'une doctrine fondamentaliste, et progressivement s'est développé aussi sur un territoire et a pu donc influencer une partie du monde arabo-musulman au fur et à mesure. Il y a d'autres écoles, bien sûr, que le hanbalisme. Il y a le malikisme, par exemple, le chaféisme, et qui ne sont pas justement dans un rigorisme qui est aussi important. Malikisme très présent au Maroc, par exemple.
Et donc, on a cette idée que eh bien, l'islamisme se développe, le salafisme, la salafia va émerger, elle, à partir du 18e, 19e siècle. La salafia n'est absolument pas en lien avec le salafisme actuel au départ, enfin, en lien, je veux dire, n'a pas la même volonté justement de repli sur les valeurs fondamentalistes de l'islam au départ, parce que la salafia, c'est un mouvement réformiste qui émerge véritablement donc au XVIIIe, XIXe siècle, notamment grâce à certains penseurs syriens et égyptiens, qui vont véritablement s'interroger sur le sens de l'identité musulmane et islamique au XIXe siècle, alors que les Ottomans sont quand même justement donc les chefs de la zone arabo-musulmane et que les Occidentaux surtout arrivent et remettent en question certains principes justement fondamentaux, culturels de cet ensemble. Donc il y a un positionnement pour une réflexion nouvelle. C'est avant tout moderne la salafia. Et ensuite, on va avoir, à partir de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, l'évolution de cette salafia vers un salafisme plus fermé qui va en effet donc orienter des positions donc plus obscurantistes jusqu'à l'heure actuelle. Voilà, je vous ai fait un tableau extrêmement rapide, j'en ai conscience, de comment l'islamisme émerge. Ce qu'il faut aussi dire, ça me paraît essentiel, c'est que l'islamisme aujourd'hui, ce n'est pas un islamisme, d'où l'objectif de mon ouvrage chez les PUF, c'est que vous avez 3 dimensions importantes. D'abord, l'islamisme quiétiste. C'est quoi le quiétisme? C'est quand vous êtes justement donc face à des gens qui veulent islamiser par le bas, qui vont prêcher, comme des prédicateurs, comme les ordres mendiants pour la chrétienté au Moyen-Âge, qui vont prêcher, qui veulent justement donner des structures, des valeurs islamiques dans les écoles, dans la rue, chez l'habitant, etc. Ça, c'est l'islamisme quiétiste. Les salafistes que l'on peut voir d'ailleurs, et qui prêchent, et qui peuvent encore prêcher dans les rues aujourd'hui, sont des quiétistes. Ce sont des islamistes qui ne pensent pas que l'action violente ou que l'action politique ait un sens et que l'islamisation doit se faire vers le bas. La majorité des salafistes sont quiétistes au départ. Ensuite, vous avez évidemment ce qu'on appelle, donc c'est ce que j'ai écrit dans ma présentation comme activisme missionnaire, c'est ça, c'est l'activisme quiétiste. L'activisme politique, lui, émerge véritablement à partir de la création de la confrérie des frères musulmans en 1928 avec Hassan al-Banna. Et cette confrérie, donc, va influencer un processus qui est un processus de politisation, en fait, des groupes islamistes, qui peuvent être quiétistes aussi, qui ont évolué vers une revendication politique. Cette revendication politique, elle peut se faire par la révolution, comme ça a été le cas en Iran, comme par les urnes, comme ça a été le cas pour Mohamed Morsi, ou bien sûr Enarda en Tunisie, ou le PJD au Maroc actuellement, ou l'AKP en Turquie, d'accord, qui effectivement, donc, par les urnes, on a vu émerger des groupes politiques islamistes qui doivent adapter leur politique aussi, bien sûr, à la réalité économique et sociale du pays, ce qui a posé des problèmes d'ailleurs au PLJ de Mohamed Morsi en Égypte, ou au PJD, ou à Enarda surtout en Tunisie. Donc l'islamisme politique, c'est justement l'intégration politique de l'islamisme dans les structures du pouvoir. Enfin, l'islamisme radical, qu'on appelle par néologisme djihadisme, d'accord ? On n'appelait pas djihadisme dans les années 80, justement ceux qui utilisaient le djihad comme mode de défense ou de légitime défense en Afghanistan par exemple. On les appelait les moudjahidines. Les djihadistes, c'est vraiment un mot qu'on utilise depuis à peu près même pas une dizaine d'années. Même si le djihad, bien sûr, existe en tant que tel, puisqu'il fait partie du Coran. Voilà. Donc, un point là-dessus pour vous montrer que l'islamisme, c'est pas si fourre-tout que ça, et que ça a justement un véritable sens pour comprendre comment le monde islamique s'organise aujourd'hui. Pour reprendre sur ce que je voulais dire vis-à-vis de l'Afrique, je vais vous remettre... Voilà. Une carte qui vous permet de localiser en tout cas les choses plus clairement. Aujourd'hui, on a à peu près 15% des musulmans du monde qui vivent en Afrique. Et on évoque une progression claire de l'islam africain. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit plus globalement donc d'une avancée du fait religieux en tant que tel en Afrique.
Parce qu'il n'y a pas que l'islam qui évolue en Afrique aujourd'hui, il y a aussi l'évangélisme, d'accord, et bien sûr, donc, de fait, la chrétienté. Et c'est vrai que le discours religieux porteur de sens est devenu quelque chose d'absolument fondamental dans cette partie de l'Afrique pour comprendre comment ça évolue. Pourquoi le discours religieux peut émerger et peut proliférer? Parce que, bien évidemment, vous avez donc un phénomène, je vous l'ai dit, un processus de recomposition de cette ère saharo-sahélienne qui va entraîner, bien sûr, des crises identitaires et sociales qui sont déjà nourries par une instabilité économique et politique importante. Donc, dans ce cadre, il faut bien comprendre que le processus de radicalisation prend un sens certain, hein, et que la radicalisation vient aussi, et vous le savez, d'une brèche ouverte, qu'elle soit sociale, économico-sociale ou politique, dans justement l'identité d'une nation ou d'un pays. Et c'est vrai qu'on voit, émerger d'autres structures qui sont aussi, pas radicalisées, mais qui sont aussi dans un discours plus fondamentaliste, plus rigoriste, comme les églises pentecôtistes qui fleurissent par exemple au sud du Nigeria. Hein. Et du côté islamiste, ce sont les groupes salafistes ou wahhabites qui sont de plus en plus nombreux au Mali, au Niger, au Cameroun. Hein. Et on voit que donc, ça peut aller justement jusqu'en Somalie et au Kenya. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement salafisme et wahhabisme qui sont donc les deux mouvances majeures, je vous l'expliquais, de l'islamisme, qui vont véritablement prendre une part importante de l'espace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les salafistes envisagent la mise en place d'un califat à portée mondiale. D'accord ? L'objectif, c'est ça quand même. Alors que les wahhabites admettent l'autorité d'un dirigeant local. C'est pour ça que les wahhabites acceptent l'autorité des princes saoudiens et de la monarchie saoudienne. Ce qui n'est absolument pas le cas des salafistes qui s'opposent à ça, et des frères musulmans d'ailleurs qui s'opposent aussi à cette vision de l'autorité politique. Mais concrètement, sur l'objectif de mise en place d'un califat, sur une islamisation mondiale et sur un repli identitaire qui soit islamique, les deux mouvances n'ont pas de distinction véritable. Hein. En tout cas, la substitution progressive d'un discours islamique conventionnel qui existait en Afrique vers une pensée politique et idéologique débute dans les années 60. Début des années 60, bien sûr, après donc justement la période de décolonisation. Hein. C'est pas pour rien. Et bien évidemment, cette mouvance, cette progression, cette évolution vient du monde arabe. Vient du monde arabe, du monde égyptien et d'Arabie saoudite, qui est véritablement à cette époque-là justement le point nodal, d'accord, de diffusion et de propagation justement des thèses islamistes, des thèses salafistes ou arabites. Ça correspond, on ne va pas faire de toute l'histoire du monde arabe, mais ça correspond très clairement aussi au moment où Nasser, puis ensuite Sadat dans les années 70, vont réprimer les frères musulmans, ceux-ci qui vont prendre une influence très importante dans la péninsule arabique, en Arabie saoudite et dans les États du Golfe, dans les futurs États du Golfe. D'accord ? Donc on est vraiment dans une phase de transition, l'Afrique se recompose, le Moyen-Orient aussi, et donc émerge aussi de ces recompositions, donc l'idéologie islamiste, qui est une idéologie en tant que telle, certes basée sur la religion, sur l'islam. C'est pour ça que quand on entend, par exemple, dans les médias, le fait qu'il ne fallait pas amalgamer, certes, il ne faut pas amalgamer, mais il faut aussi expliquer pourquoi il y a un lien entre islam et islamisme. Il y en a un. Je veux dire, c'est quand même assez clair. Avant de désamalgamer, comprenons ce qui se passe entre les deux. Bref. Donc, en tout cas, par rapport à ça, il faut comprendre qu'on a ce développement cette substitution donc, de l'islam traditionnel. Alors, quand je dis islam traditionnel ou conventionnel, de quoi s'agit-il ? L'islam traditionnel ouest-africain était très largement influencé par le soufisme encore présent dans certains pays, bien sûr, vous avez des confréries soufis qui existent, et ce soufisme avait donc émergé surtout au XVIIIe siècle avec la Tijaniya, c'est-à-dire la confrérie qui avait été fondée par Ahmed al-Tijani, qui était très majoritaire au Sénégal, au Cameroun également,
Et c'est sur cette confrérie d'ailleurs que s'est ancrée fortement la domination des Peuls et des Haoussa au Nigeria. Donc les soufis ont aussi fait un travail, je dirais, entre guillemets bien sûr, de diffusion et d'islamisation dans cette zone de l'Afrique. Al-Tijani venait bien sûr d'Afrique du Nord. C'est ça qui est intéressant. C'est toujours ce va-et-vient entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et effectivement, il prétendait descendre d'Hassan, le petit-fils du prophète, Muhammad. Donc on avait toute une explication d'héritage justement théologique en fait entre ce mouvement et le message prophétique. Et donc on va avoir justement donc ces confréries qui vont émerger. Et c'est vrai que la salafisation de l'Afrique subsaharienne donc, commence à partir des années 60 et va être tout à fait encouragée, et ça on ne le dit pas assez, par l'Arabie saoudite notamment. L'Arabie saoudite a créé la Ligue islamique mondiale en 1960. Elle a lancé une grande campagne d'expansion idéologique de son soft power. Alors c'est un petit peu jargonnant, j'en ai conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le soft power saoudien s'est ancré, s'est développé, d'ailleurs grâce à l'aide des frères musulmans, sur justement donc une mondialisation, avec une création de bureaux, de groupes dans le monde entier, dont l'Afrique subsaharienne, à partir des années 60. L'Afrique est une cible, bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'islam y est présent, déjà, d'une part, et de deux, parce qu'on a aussi une volonté d'étendre l'influence, la zone d'influence du Moyen-Orient sur des zones qui sont à proximité. Et donc à cette époque, wahhabisme et salafisme vont entremêler leur diffusion, et c'est vrai que le premier pivot africain, le premier pays qui va être le pays pivot, ça va être le Soudan. Le Soudan, où le salafisme rencontre un très grand succès. Et actuellement encore, c'est vrai qu'on a le cas, c'est assez intéressant, ça fait 1 an et demi à peu près que ça a commencé, de jeunes Camerounais qui partent au Soudan, qui sont formés, qui s'arabisent au Soudan, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre l'arabe au Soudan, avec des méthodes très proches de celles des pays du Golfe. Donc on a véritablement donc, un pivot qui a été mis en place entre ces différentes parties. Alors ces tendances ne doivent pas être confondues avec la radicalisation des groupes djihadistes. Elles montrent simplement que l'islam rigoriste progresse. Ce n'est pas parce que vous partez bien sûr au Soudan apprendre l'arabe et essayer de comprendre davantage le message coranique que nécessairement vous allez partir dans une katiba et vous radicaliser puis ensuite perpétrer un attentat. Ce n'est pas forcément ça ce qui se passe. Ça fait partie du cursus, mais je dirais que plus vous êtes intéressé par le message islamique et coranique, plus vous devenez religieux, moins vous avez de chance nécessairement pour devenir djihadiste, en fait. C'est un phénomène qu'on retrouve même en Occident. D'accord ? C'est-à-dire que la radicalisation, sans vouloir parler de ça spécifiquement, mais se fait de manière extrêmement rapide. Vous ne passez pas véritablement par la case musulman, en fait. C'est quelque chose qui va... c'est l'idée de radicalité qui est recherchée par les personnes qui, justement, sont attirées par ce type de structure et de groupe. Donc, on va aussi, bien évidemment, se poser la question de savoir comment est-ce que les États vont évoluer. C'est-à-dire qu'il y a aussi, bien évidemment, un positionnement de la part des chefs d'État qu'il faut questionner pour comprendre comment ce processus se pose. Les pays où la charia domine exclusivement le dispositif législatif et juridique de l'État sont des pays comme la Mauritanie, bien sûr, le nord du Nigeria, le nord-est du Nigeria, puisque... Voilà. Ces États qui se trouvent donc au nord-est, qui sont sous bien sûr donc, le dispositif de la charia, et bien sûr le Soudan et la Somalie. Ce sont des États qui comptent de nombreux salafistes et des groupes radicalisés y prolifèrent. Et c'est vrai que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de djihadisme africain, la charia, donc, c'est la mise en place de la loi islamique à l'échelle de l'État. Et cette charia peut être plus ou moins rigoriste. C'est-à-dire que la charia du Yémen n'est pas forcément égale à la charia de la Mauritanie. Vous comprenez qu'il y a aussi une adaptation au dispositif législatif de chaque État. Donc, encore une fois, pas d'amalgame là-dessus.
Et le djihadisme africain donc, se conjugue avec une vision, parce que je vous ai parlé évidemment de l'islamisme djihadiste, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous avez à l'origine du djihadisme une vision, à partir des années 60-70, qui est la vision takfiriste. Le takfir. Le takfir, qu'est-ce que c'est ? C'est, je vous montre ça tout de suite, voilà. C'est l'idée, donc j'ai mis la définition, qui est issue de la pensée de Sayyid Qutb, qui est un frère musulman au départ, qui ensuite est devenu donc djihadiste, qui a été arrêté, hein, qui s'est retrouvé en prison, qui est mort en martyr d'ailleurs. Et ce takfirisme en fait s'est développé avec l'idée qu'il faille excommunier toute personne impie. Et une personne impie, qu'est-ce que c'est pour les takfiristes ? C'est une personne qui peut être un musulman comme un non-musulman, qui n'est pas en tout cas une vision globale et globalisante et totalisante de l'islam. C'est-à-dire que toute personne qui ne partage pas l'idée qu'il faille mettre en place un califat doit être excommuniée, supprimée, attaquée. D'accord ? Donc c'est clairement une vision totalitaire, en fait, du message islamique et islamiste. Donc. Ce qui veut dire par là que le takfirisme, en fait, pour être clair, a influencé Al-Qaïda et l'État islamique. C'est le point commun entre les deux, c'est la vision takfiriste, d'accord ? Donc radical, extrémiste et bien sûr donc djihadiste. Et ce mouvement takfiriste, je ne vais pas tout vous expliquer non plus, mais a eu bien sûr un grand succès dans les années 70 en Égypte, notamment au moment où Sadat donc, réprime les frères musulmans. Et Sadat donc, paiera de sa vie aussi cette radicalisation takfiriste, puisque les Gabhat Islamiyya étaient une branche radicalisée. Au départ, une branche des frères musulmans, mais qui s'est coupée de son influence et qui est devenue donc, véritablement une structure terroriste et qui a fait exécuter donc, le président Sadat en 81. Ensuite, bien sûr, des attentats ont été perpétrés en Égypte, vous le savez, même sous l'ère Moubarak, par les Gamates, qui se sont servis donc de cette doctrine takfiriste. Et on a l'émergence de différents mouvements qui vont toucher donc la sphère moyen-orientale, puis la sphère africaine. Alors, un deuxième point sur les stratégies djihadistes concurrentes en Afrique, avec AQMI et l'État islamique. Bien sûr, vous l'avez compris, le djihadisme africain est pluriel. Il est bien sûr influencé par des formes de takfirisme qui sont issues du monde arabe, le monde arabo-musulman bien évidemment, mais le djihadisme africain est donc devenu pluriel. L'Afrique est une terre de djihad, mais de djihad au sens coranique du terme, c'est-à-dire sans l'interprétation encore des radicaux. Le djihad fait partie du Coran. Je vous l'ai mis ici. On a bien sûr un djihad qui se dit le grand djihad. Le grand djihad dans le message coranique, c'est l'effort que le musulman fait sur lui-même pour être justement dans sa vie quotidienne un bon musulman. Et on a le petit djihad qui est justifié par une réponse en fait de légitime défense contre ceux qui pourraient attaquer notamment, bien sûr, l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des musulmans. Dans la Sunna, là c'est le Coran, dans la Sunna, vous avez bien sûr des hadiths qui sont explicites et qui évoquent justement donc le djihad. L'interprétation de ces hadiths va être déterminante pour comprendre comment est-ce qu'on met en place ce djihad et à quoi il nous sert surtout, et où est-ce qu'on le place dans la doctrine islamique. Par exemple, pour les attentats du 13 novembre en France, si vous reprenez le communiqué de presse de l'État islamique, vous vous rendez compte que les versets coraniques et les hadiths de la Sunna qui ont été utilisés correspondent en fait à un moment effectivement dans le message prophétique où Muhammad expose en fait la lutte des juifs contre les musulmans médinois à ce moment-là qui sont attaqués et qu'une lutte existe entre ces deux communautés. Donc il y a une utilisation, une interprétation forcément donc étant liée à l'utilisation de tout ce qu'on peut trouver dans le Coran ou dans la Sunna et pour le rendre élément de justification de ce qui est en train de se perpétuer en fait au Moyen-Orient, en Afrique et en Occident. Clairement, c'est quand même l'idée qu'il faut avoir. Donc le djihad, c'est clairement au départ en Afrique, l'objectif est de purifier l'Afrique du paganisme. Ça commence avec les Almoravides au XIe siècle, donc vous voyez que c'est pas récent.
Et le relais a été pris par les Peuls, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, puis par le Mahdi soudanais, qui va justement donc tenter de bouter les Occidentaux hors du territoire en faisant acte de djihad. D'accord ? Donc le djihad existe au départ. À la fin du XXe siècle, donc c'est au Soudan et en Afrique de l'Est que le nouveau djihadisme est né, frappant des ambassades américaines. Hein. Et aujourd'hui, le djihadisme est actif au Mali et au Niger, du Burkina Faso au Nigeria également. Hein. On a effectivement un dépassement actuel de la ligne qui était fixée sur l'action des djihadistes. Comme je vous l'avais montré ici, effectivement, vous voyez cette ligne, c'était cette ligne, c'était cette bande qu'il ne fallait pas dépasser. On est en train d'assister justement donc à une progression vers le sud-ouest, comme je le disais. Alors bien sûr, le djihadisme a deux grands contextes géopolitiques contemporains. Je vais rapidement les évoquer. Bien sûr, la crise algérienne, puisque au tout départ, les premiers groupes djihadistes viennent d'Algérie, hein, avec un groupe, notamment le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui est né en 1998, que vous voyez donc tout en haut. Hein. C'est un mouvement issu du GIA. GIA, souvenez-vous, qui avait été donc très clairement réprimé via le FIS par le pouvoir militaire à partir de 1992. Hein. Front islamique du salut, GIA, c'était la branche armée du FIS. Et du GIA est né en 1998, donc un groupe salafiste pour la prédication et le combat. Les autorités algériennes ont évidemment donc cantonné ce groupe au sud de l'Algérie, hein, et qui s'est retrouvé donc dans le Sahara. Et à partir donc de 1998, on va avoir effectivement un mouvement très important qui va se développer au sud du Sahara. Puis ensuite, des années 90 à la fin des années 2000, le groupe salafiste de prédication va se transformer et va se joindre, il va en fait permettre de mettre en place AQMI, hein, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en 2007. AQMI qui va donc prendre toute la place, entre guillemets, dans cette zone saharo-sahélienne. Et vous voyez qu'ensuite, j'ai évoqué une deuxième date, sans vouloir donc rentrer dans les détails. À partir de 2011, au moment des printemps arabes, 2011-2012, on va avoir également donc, eh bien, de nouvelles structures comme Ansar Dine, qui est donc un groupe djihadiste qui va très clairement en fait, être touareg au départ et djihadiste ensuite, qui va faire partie de cette coalition djihadiste contre la France et contre le pouvoir malien en 2012. Opération Serval servira justement donc à lutter contre Ansar Dine. Vous allez ensuite avoir le Moujao qui n'est pas un groupe touareg, parce que, encore une fois, je n'ai pas tout le temps de développer, mais il faut faire véritablement aussi un parallèle à ce moment-là entre la sédentarisation des groupes du Nord et le nomadisme des groupes du Sud, qui vont servir aussi aux djihadistes, ça va servir comme fer de lance vraiment pour opposer les populations locales les unes contre les autres. C'est pour ça que les Touaregs vont davantage prendre en fait le parti des djihadistes que les populations sédentarisées à ce moment-là. Mais des groupes comme le Moujao, qui vont devenir ensuite Al-Mubaritoun, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, vont être des groupes qui ne vont pas être forcément des Touaregs du Mali ou du Niger, mais qui vont être des groupes qui peuvent justement se trouver plus à l'ouest de l'Afrique. Donc à partir de ce moment-là, 2011-2012, vous avez effectivement, hein, avec l'implosion de la Libye, une véritable possibilité, une nouvelle route qui s'ouvre pour les djihadistes qui vont se servir aussi beaucoup des armes laissées par Kadhafi pour pouvoir justement perpétrer leurs actions. Donc au Niger, au Tchad, au Mali surtout, et en Mauritanie et dans toute cette zone sahélienne. Donc les groupes djihadistes peuvent se déplacer sur l'ensemble de la région, et c'est le cas justement du Moujao, donc devenu Al-Mubaritoun, c'est-à-dire AQMI, hein, c'est-à-dire c'est un groupe affilié à AQMI, qui est aujourd'hui dirigé par Mokhtar Belmokhtar, qui est lui-même algérien et qui fait partie donc de l'organisation d'AQMI, qui est une des têtes d'AQMI, hein, très actif aujourd'hui donc en Afrique. L'arrivée de l'État islamique va forcément aussi avoir un impact très fort sur l'évolution des choses, puisque, vous le savez, le 8 mars 2015,
l'État islamique va trouver un nouvel allié. L'allégeance de Boko Haram, qui était une structure qui était reliée à AQMI, va montrer que le label État islamique est en train de plaire, est en train d'avoir un sens, justement, est en train d'avoir de nouvelles voies en Afrique. On sait aujourd'hui que l'État islamique en Libye est donc la structure qui dirige finalement les actions en Afrique subsaharienne, même si Boko Haram, bien sûr, a son indépendance, son autonomie et son système de fonctionnement qui ne date pas de l'État islamique, bien sûr, et qui est antérieur. Et on a véritablement, par contre, aujourd'hui, une volonté d'appartenir à l'État islamique parce que ça marche, parce que c'est mondialisé, parce que les gens regardent l'État islamique, tout le monde entier regarde l'État islamique, et que si on regarde l'État islamique, on peut regarder Boko Haram. L'État islamique en Libye, aujourd'hui, a fait des demandes, c'est pour ça qu'on parle aussi de division et de fracturation quand même entre les différents groupes, a fait des demandes à Al-Shabaab, qui se trouve donc au Somalie et au Kenya, pour que certaines têtes qui étaient donc proches, communiquaient avec l'État islamique en Libye, puissent rejoindre l'État islamique, ce qui ferait une scission, ce qui provoquerait une scission entre les Shabaab, puisqu'ils suivent AQMI aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est véritablement dans une concurrence, dans un partage des rôles, et c'est pour ça que je finirai très rapidement sur la mise en perspective de l'attaque du Grand Bassam pour justement vous expliquer ça. C'est que, eh bien, ce qui s'est passé donc en Côte d'Ivoire la semaine dernière, ça doit être vu selon deux grande réflexion. D'abord, effectivement, on ne s'attendait pas à ce que ce soit une plage qui soit attaquée. On pensait que ça allait être des grands centres commerciaux. Ensuite, je me dépêche. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, la Côte d'Ivoire n'a pas été ciblée pour rien. L'opération Barkhane, qui a lieu, donc il y a quand même 3000 Français, 3000 militaires français qui se déploient sur une zone qui vise à éradiquer quand même le djihadisme en Afrique sahélienne et saharo-sahélienne, est bien sûr visée par ça. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire fait quand même partie encore des pays où la France est très présente, cela a été dit dans le comité de revendication. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 8%, 7 à 8% quand même de taux de croissance depuis 2012. C'est un pays où on investit. C'est 40%, je crois, du PIB de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est quand même considérable. Et la Côte d'Ivoire, en effet, fait partie justement donc, des États impies pour AQMI. AQMI a agi 3 fois de suite dernièrement pour montrer aussi qu'elle résistait quelque part aussi, donc non seulement aux mécréants français, occidentaux, etc., à la démocratie, à la société de marché, à l'économie de marché, etc., mais également à l'État islamique. Puisque AQMI donc, reprend par son chef, Mokhtar Belmokhtar, une volonté aussi de se réimposer et de montrer que la marque AQMI existe encore. C'est quoi la marque AQMI ? C'est le fait donc, de s'attaquer à des touristes, alors que, par exemple, l'État islamique a plus une volonté, comme Boko Haram aussi d'ailleurs, de monter les populations locales les unes contre les autres, et donc de perpétrer des attentats, mais qui soient plus aussi ciblés sur les populations locales. Alors certains diront, oui, mais le Grand Bassam, il y a aussi pas mal de locaux qui y vont, ce qui est vrai. Mais dans le discours, en tout cas dans l'image, il y a une volonté en tout cas de s'attaquer à la population occidentale pour que le pays n'ait plus d'avantages au niveau des investissements, etc. Voilà, je suis désolée, je continuerai bien évidemment en répondant à vos questions. Je n'ai pas été du tout complète, mais je vous remercie en tout cas pour votre attention. Du coup, pour les questions, vous levez la main et il y aura un staffeur qui passera avec un micro. Merci, madame. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Ça a été assez clair. Je voudrais juste apporter quelques précisions. Donc, dans le nord Mali, aujourd'hui, nous avons deux grands groupes majeurs. Donc, nous avons AQMI, qui a intégré tout récemment à son sein Al-Mourabitoun. Donc Al-Mourabitoun, c'est la fusion entre les signataires par le sang et le Moujao. Le deuxième groupe, c'est Ansardine, comme vous l'avez bien dit, donc c'est du djihadisme local. Donc il y a 2 phalanges, 2 katibas. Le Front de libération du Massina, dirigé par Amadou Koufa, et qui veut incarner en tout cas l'ancienne province
en tout cas du Massina, donc qui regroupe une partie du Mali, du Sénégal. Et vous avez maintenant le Khalid Ibn Walid, la Katibat Khalid Ibn Walid, dirigée par un certain Mohamed Keïta, et donc qui est un Malien. Donc c'est ces deux grands groupes aujourd'hui qu'on a. Donc vous avez bien dit que les groupes sont en phase de mutation permanente. Deuxième précision, donc la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. Ça regroupe 8 États. Donc ce n'est pas l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest parce que le Nigeria n'en fait pas partie. Certes. Maintenant, je voudrais tout juste faire une petite projection pour demander est-ce qu'on est en train de voir quand est-ce qu'on terminera avec ce terrorisme. Merci pour cette question. Est-ce qu'on l'évalue sur la base, en tout cas sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme? Dans 40 ans, 20 ans, on voudrait savoir. Ce terrorisme à caractère, comme vous l'avez dit, djihadiste. Moi, je suis un peu réticent à l'utilisation de ces termes, islamisme, djihadisme, parce qu'en utilisant ces termes, on est en train de donner de la légitimité à ces groupes terroristes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui n'ont rien à voir avec le djihad. C'est des criminels, c'est des bandits, c'est des trafiquants de drogue, c'est des violeurs. Merci. Merci, monsieur, pour ces précisions. Vous avez tout à fait raison. Simplement, alors la question est quand même assez complexe. Hein. Bien évidemment, alors moi, par rapport à ce que vous venez de dire, au niveau de, vous ne voulez pas utiliser le mot, moi non plus, j'aimerais ne pas l'utiliser. Mais ce qu'il y a, c'est que ce isme, il faut bien l'expliquer. Et il a une signification quand même. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours redire qu'il y a une pluralité d'islamisme et que ce djihadisme, effectivement, il existe. Et effectivement, malheureusement pour les musulmans, ils utilisent le terme de djihad, qui n'est pas nécessairement un terme péjoratif, on est bien d'accord. D'où ma présence ici aussi, et d'où le fait qu'on doive parler de ça. Ça, c'est certain. Pour être très clair avec vous, je ne pense pas que le terrorisme djihadiste soit quelque chose qui disparaisse d'ici un an. L'idéologie islamiste, comme on a dit, pourquoi est-ce que j'ai fait une reprise aussi historique? C'est qu'en fait, concrètement, c'est un processus. Il y a eu une djihadisation, je dirais. Une islamisation, mais dans le sens extrémiste. Depuis les années 60-70, mais partout. En Occident, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les gens trouvent ça scandaleux qu'on se rende compte que le djihadisme touche la France. Les cellules se sont mises en place depuis les années 70-80. Donc, si vous voulez, là, on est quand même... En fait, on est au climax, on est à l'apogée d'un processus, je pense, qui émerge, donc qui est visible. Et il faudra encore quelques années, je pense, pour l'éradiquer. Pas parce que l'État islamique n'existe plus dans 2 ans, par exemple, parce qu'on a les moyens quand même de les arrêter tout de même. On voit bien qu'il y a des signes de faiblesse de l'État islamique aujourd'hui au Moyen-Orient, que l'idéologie djihadiste, qui a déjà créé des cellules dans le monde entier, sera anéantie. Donc, ce qu'il faut dire pour rester un petit peu positif, parce que j'ai pas pu en parler tout à l'heure, mais c'est que les solutions vont passer aussi par une coopération internationale, régionale également. Hein. Et c'est ce que d'ailleurs les Africains disent en ce moment par rapport à la Côte d'Ivoire, hein, c'est qu'il y a nécessairement, vous avez des bons services de renseignement, par exemple ivoiriens, qui marchent bien, c'est-à-dire il y a des recueils d'informations qui sont très bien faits, mais le problème, c'est la coopération entre États. C'est exactement le même problème pour l'Union européenne. Là, tout le monde dit bravo à l'arrestation, bien sûr, d'Abdeslam hier, mais il y a eu véritablement pour les services et pour d'ailleurs les instances judiciaires une nécessité de réagir. Parce qu'il n'y avait pas véritablement de politique antiterroriste européenne vraiment clairement structurée depuis des années. Ce qui était quand même un comble par rapport aux nécessités du problème. Voilà, donc ma réponse est, vous voyez, ouverte sur une solution, sur des solutions, mais en même temps assez claire sur le fait que le processus continue et que le djihadisme, non, c'est pas quelque chose qui est fini. Et qui sera fini à court terme, oui. J'ai pas. Bonjour. Allez-y. Madame, je vous félicite pour votre exposé. Merci. Je voulais simplement faire aussi 2 précisions. Mm-hmm. Sur d'abord le terme salafisme. Salafisme, sur le plan musulman, a une connotation très positive. Les salafistes ont été désignés par le prophète comme étant les musulmans des 3 premiers siècles de l'islam.
Donc si les gens revendiquent, les groupes revendiquent le terme, c'est pour se donner une légitimité pour être accepté. Bon, maintenant, l'opposition que vous faites entre islam et islamisme, c'est là où j'ai un problème. L'islamisme n'est pas une variante de l'islam. L'islam a un credo. Ce qu'on appelle les islamistes, à commencer par les wahhabites, les gens de l'État islamique qui se réclament de Albani, Ibn Taymiyyah, c'est des gens qui ont brisé tous les repères qui existaient en islam. Les repères en matière d'autorité, les repères en matière de connaissance. L'islam a 3 fondements. L'islam, proprement dit, c'est les sciences de la prière, le jeûne, le hajj, la foi, etc. C'est les 5 piliers. Et l'étude de ces 5 piliers a donné naissance à une science qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence, qui a des écoles, un vocabulaire particulier, une grammaire particulière, des savants particuliers. C'est les 4 écoles dont vous avez parlé, l'école malikite, l'école hanbalite, etc. Iman, c'est la foi, c'est le 2e credo. La croyance en Dieu, croire en ses anges, croire à la suprématie de Dieu. C'est les sciences de la croyance, on appelle ça akhida. C'est la théologie. Là aussi, il y a eu 3 écoles. Enfin, ihsan, c'est quand on a demandé au prophète Mohammed de définir ce que c'est ihsan, il dit craindre Dieu comme si tu le voyais, parce que même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ça signifie donc la recherche de l'excellence. C'est ce qu'on appelle le tasawuf, qu'on appelle le soufisme. Et c'est ça qui a donné les confréries et autres. Eh bien, quand les wahhabites sont venus... Posez votre question, monsieur, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une question. J'ai fait 2 précisions. Alors, dans ce cas, on passe à une question suivante. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonjour, Christian Bouquet de Bordeaux. Moi, ce n'est pas une précision, c'est une question précise. Je vois pas. Oui, pardon. À propos de Bassam. Alors, oui. À l'occasion de cette attaque, on s'est posé la question du chaînon manquant entre les 3 assaillants qui étaient sur la plage et les donneurs d'ordre qui étaient à 2 ou 3 000 km plus au nord, Al-Mourabitoun, vous avez dit. Et en cherchant ce maillon, c'est-à-dire le maillon logistique qu'il y a entre les assaillants et le donneur d'ordre, on n'a pas pu ne pas poser les yeux sur les communautés libanaises. Les communautés libanaises qui, souvent, quand on parle d'islamisme en Afrique de l'Ouest, sont un petit peu pointées du doigt, mais souvent elles se défendent en disant « Nous sommes le rempart contre la violence puisque nos affaires ne marcheraient pas si le pays devenait instable ». Mais en même temps, le discours est ambivalent dans la mesure où leurs affaires pourraient très bien marcher quand ils trempent dans l'illicite et ils s'accommoderaient du désordre. Donc ma question précise est la suivante. Quelle est votre analyse du rôle géopolitique des communautés libanaises en Afrique de l'Ouest par rapport à votre sujet ? Merci, monsieur. C'est une bonne question parce qu'effectivement, on évoque le Liban surtout sous une dimension effectivement d'affaires ou de soft power culturel dans ces zones-là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que via le Liban, vous avez bien sûr sur place des structures qui sont des structures islamistes qui existent, hein, que ce soit sunnites ou chiites. Mais dans la diffusion et surtout de l'intégration des structures djihadistes africaines, on n'a pas forcément de renseignements qui soient véritablement clairs là-dessus. Et d'ailleurs, donc je ne peux pas conclure là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous avez vraiment le prisme algérien qui est très important à prendre en compte pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe à l'ouest de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Algérie joue encore un rôle très important, même si le pouvoir militaire explique bien et met en place des structures et des dispositifs. Il y a quand même encore très clairement du djihadisme au sud de l'Algérie qui est très actif et des katibas qui sont très organisés et qui arrivent à se déployer. Donc au niveau du Liban et du Moyen-Orient, on sait que les Qataris, on sait que les Saoudiens sont en Afrique, ça c'est très clair. Et qu'il y a aussi, donc, comme je l'ai dit, une volonté donc, de
de diffuser quand même les valeurs wahhabites et salafistes sur place. Mais pour le Liban en tant que tel, pour les Libanais, si véritablement il peut avoir un rôle, je pense que ce serait plutôt un rôle logistique pour le coup, et non pas idéologique. Vous voyez ? Parce que cette dimension logistique, j'ai pas pu trop le développer tout à l'heure, mais elle est très importante. Voilà. D'autres questions ? Non, c'est bon ? Oui ? Oui, merci. Je voudrais poser une question. Donc, par rapport au tableau que vous avez fait des mouvements djihadistes en Afrique subsaharienne, vous avez mis la Seleka. Moi, je voudrais savoir quand même pourquoi vous avez mis ça, parce que moi, je travaille dans le domaine, mais je n'ai jamais vu quelque part où on a noté la Seleka comme mouvement djihadiste. Alors, justement, très très bonne question. Déjà, c'est pas mon tableau pour le coup. C'est ce que j'ai mis. C'est l'Afrique réelle. Je l'ai pris ce tableau de l'Afrique réelle. Et effectivement, ça m'a aussi, comme vous, fait interpeller quand j'ai vu la Seleka. C'est pour ça que j'ai pas du tout évoqué la RCA pour évoquer le djihadisme justement. Seleka n'a rien à voir. C'est un mouvement qui est politique. Mais c'est sur ce tableau, c'est un tableau de synthèse que j'ai trouvé. C'était le seul où il y avait à peu près tous les groupes. Le problème, c'est qu'il y avait le Seleka. Donc, je suis absolument d'accord avec vous. C'est pas un mouvement djihadiste. On est bien d'accord. Alors, c'est un mouvement politique d'opposition. Voilà. Rebelle. Allô. Voilà. Oui, c'est une rébellion, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Qui est musulmane, mais qui n'est pas du tout djihadiste, bien sûr. Vous avez raison de le dire, monsieur. Voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça qu'il y a eu un amalgame, je pense. Voilà. Merci pour cette dernière question. Voilà. Merci à vous tous d'être venus Merci à cette beaucoup. conférence. Donc, merci à Madame Larocque. Juste une dernière précision. Madame Larocque fait une séance de dédicace tout de suite après cette conférence. Dans la bibliothèque, vous pouvez rentrer par le hall à l'entrée. Donc, n'hésitez pas.